Bonjour, je m'appelle Sophie Fauron et il me fait plaisir de vous présenter une nouvelle série de débats sur des enjeux de société qui nous concernent tous. Pour ce faire, nous mettrons nos lunettes de philosophe, puisque, depuis l'Antiquité, aborder les sujets avec philosophie semble un besoin quasi essentiel pour analyser nos sociétés. Bienvenue à Repenser le monde. Bonjour à tous, bienvenue à Repenser le monde. Aujourd'hui, une discussion sur un sujet toujours d'actualité et en constante évolution, la liberté d'expression. Pour en parler, je suis entourée d'invités qui en ont long à dire sur le sujet et qui sont des experts. Je vous les présente tout de suite. Geneviève Gagnon, avocate en droit des médias. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Christian Vanasse, auteur et humoriste. Bonjour. Et notre philosophe en résidence. Qu'est-ce qu'on est chanceux d'avoir un philosophe en résidence? Normand Baillargeon. Bonjour, bien content d'être avec vous. Bien, merci beaucoup d'être là et place au débat. La liberté d'expression est au cœur d'une multitude de débats de nos jours. Quand chacun clame haut et fort son droit à la liberté d'expression, les tempêtes médiatiques et légales se déchaînent. Qui n'a pas entendu parler de la saga légale entre Mike Ward et celui qu'on a appelé le petit Jérémy? Du congédiement du commentateur sportif Don Cherry ou des éclats provoqués par des personnes jugées comme étant dérangeantes. Il peut sembler que de plus en plus d'obstacles se dressent devant la sacro-sainte liberté d'expression. Les réseaux sociaux ont eux aussi participé à accélérer le mouvement, pour le meilleur ou pour le pire. Normand, avant de laisser la place à nos invités, est-ce que vous pourriez nous faire un petit survol, juste un petit survol, des enjeux reliés à la liberté d'expression à travers les époques et à travers votre œil de philosophe aussi? Alors, c'est une immense question, bien sûr, puis pour un philosophe, c'est une question importante. À l'origine de la philosophie, Socrate est condamné à mort parce qu'il a incité à ne pas croire au Dieu de la cité et corrompu la jeunesse. D'une certaine manière, il a utilisé sa liberté d'expression et il a été condamné à mort par Athènes pour ça. Aujourd'hui, je vous lirai l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Article 19, « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. » Donc, c'est quelque chose qui est devenu majeur. Ça a été une très longue conquête, ça, et notamment lié à ce qu'on appelle le libéralisme politique, qui place au cœur de la pensée l'individu et ses droits. Maintenant, c'est une longue conquête et philosophiquement, il y a quelque chose d'important qui se produit en 1859, quand John Stuart Mill écrit un livre où il défend la liberté, et en particulier la liberté d'expression, en disant, tenez-vous bien, la seule limite qu'il peut y avoir à ça, c'est le principe de tort, le harm principle. Si ce que vous dites cause du tort à quelqu'un, un tort immédiat, prévisible, là, on peut la limiter à la liberté d'expression, mais autrement, non. Évidemment, vous avez compris, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'un tort? Qui décide que c'est un tort, quelles sont les conséquences et qui est en mesure de les appliquer. Les débats sur la liberté d'expression vont porter là-dessus. La diversité des législations sur la liberté d'expression témoigne du fait qu'on peut avoir différents points de vue là-dessus. Il y a des pays où on condamne le négationnisme, d'autres où on ne le condamne pas. Et ces questions-là sont encore ravivées aujourd'hui en raison des nouveaux médias et de nouvelles formes de revendications militantes. C'est tout simple, hein? C'est tout simple. Alors, je vais quand même vous demander tour à tour, étant donné qu'on est dans une époque où tout semble pouvoir se dire partout sur toutes les plateformes, est-ce que c'est encore important de protéger la liberté d'expression aujourd'hui? Madame Gagnon. Bien, certainement, certainement. Mais vous dites parce qu'il y a beaucoup de plateformes, parce qu'on peut s'exprimer, on a beaucoup d'endroits de diffusion. En fait, le fait qu'on ait des lieux où s'exprimer, qu'on ait des endroits de diffusion, ça ne change pas le fait que le message, c'est ça qu'on veut protéger. C'est le message qu'on livre, le fond de ce qu'on veut pouvoir dire. Donc, pour moi, c'est encore non seulement nécessaire, mais très important de protéger la liberté d'expression parce que c'est ce qui nous permet justement de ne pas avoir trop de dérives. On pense que la liberté d'expression peut nous amener à des dérives, mais je pense que c'est ce qui nous ramène également.
On en reviendra aux dérives et dérapages. Christian Manas, votre point de vue? Mon point de vue, c'est que la liberté d'expression n'a pas tant besoin de protection qu'on a besoin d'être responsable face à notre liberté d'expression, face à l'expression qu'on a. Fait que pour moi, c'est pas tant le droit à la liberté d'expression comme la responsabilité qu'on a quand on diffuse un message. Je suis assez d'accord avec Stuart Mill qui, il y a jusqu'à un tort. Le tort, quand il est prouvé, quand il est raisonnable aussi, mais là, on doit se questionner sur la portée de nos paroles. Mais au-delà de ça, puis je suis toujours surpris quand les gens invoquent, par exemple, que la liberté d'expression est en danger. C'est souvent les gens qui ont le plus de tribunes qui disent ça. On ne peut plus rien dire, mais ils ont déjà toutes les tribunes. Alors qu'il y a bien des groupes qui n'ont pas ces tribunes-là, puis qu'eux autres pourraient encore plus dire, ben non, donnez-nous la parole. Mais une fois qu'on a cette parole-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on en fait de cette parole-là? Est-ce qu'on se met à diffuser de la propagande, puis des fausses nouvelles ou des insinuations malveillantes, ou on l'utilise pour améliorer les choses puis travailler au bien commun, tu sais? Monsieur Trudel, l'importance de protéger la liberté d'expression. C'est que c'est la condition de l'exercice de toutes les autres libertés. C'est-à-dire, si on ne parvient pas à exprimer le fait qu'il existe des injustices, qu'il existe des choses qui ne fonctionnent pas correctement, ça devient difficile de penser protéger les autres droits qui existent en société, avec lesquels doit s'accorder forcément la liberté d'expression. Mais sans la liberté d'expression, il n'y a plus beaucoup d'autres droits qui sont pratiquement possibles. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle il faut la protéger. C'est la base. C'est la base. Il me semble que c'est la base. Comment peut-on penser à protéger le droit à l'égalité des personnes? Comment peut-on penser protéger les personnes qui ont moins accès que d'autres aux tribunes si, a priori, il n'y a pas de liberté de dire ça ou de dénoncer ce type d'inégalité ou ce type de dysfonctionnement? Normand? J'ai envie de vous relancer là-dessus parce qu'on a vu que la liberté d'expression et sa valeur, que vous avez bien rappelé, c'est une longue conquête historique. Est-ce qu'on peut dire, d'une certaine manière, qu'on vit aujourd'hui un moment historique où on tend à oublier l'importance de la liberté d'expression? On a l'impression que, comme on l'a, on ne s'aperçoit pas de son importance. On a l'impression que c'est un peu comme quand les gens les personnes qui sont riches, souvent, ne se rendent pas compte qu'ils sont riches et ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont. Et on a l'impression que c'est souvent, en prenant trop souvent pour acquis la liberté d'expression, qu'on finit par oublier son importance. C'est quand on se compare aussi à d'autres pays, justement, où ils en ont moins, où elle est plus limitée, que là, on se dit, peut-être qu'on devrait la chérir un peu davantage, et l'apprécier. Il y a le mot « valeur » qui, pour moi, est bien important là-dedans, parce que, pour moi, tous les discours n'ont pas la même valeur. T'sais, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité toutes les opinions. Il y a des opinions qui sont épouvantables, là, et des opinions qui attisent la haine, qui attisent... qui visent, par exemple, des groupes qui sont déjà marginalisés ou des gens qui sont déjà vulnérables. Pour moi, cette opinion-là n'a pas la même valeur qu'une autre. Tu sais, par exemple, prenons le discours sur le réchauffement climatique. Il y a un consensus scientifique, puis à côté, il y a des gens qui nient les effets de l'homme sur le climat. Mais si on les met sur le même pied d'égalité, ça ne vaut pas, là. Ça marche pas, là. Mais c'est dangereux, ça, si vous me permettez. Parce que, en même temps, c'est justement parce que tous ont la liberté d'expression qu'on est capable d'arriver à un équilibre. Parce qu'en introduction, vous disiez, c'est en fait, quand c'est le droit, la limite du droit de l'un, qui est la limite du droit de l'autre. Évidemment, c'est à partir du moment où on cause un tort à quelqu'un qu'on devient avoir une limite. Mais en même temps, c'est sûr qu'on a tous tendance à se dire, oui, on aimerait que certaines... c'est ce qui nous apparaît, certaines vérités soient plus largement diffusées. Mais en même temps, il faut faire attention parce que moi, je pense que l'équilibre finit par se créer parce qu'on a la liberté d'expression, justement, et qu'il faut pouvoir pousser tout ce qui est le savoir, l'information. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'expression et c'est en continuant de pousser le savoir, l'information et pour que les gens s'éduquent qu'on est capable, après ça, de faire ressortir les faits.
Mais, Parce qu'il y a une opinion. Mais et là, il y a ça, les c'est faits. important, Oui, faire ça, les faits, mais à c'est partir ça. du moment où on véhicule des faussetés ou des mensonges ou des faits tronqués, quelle valeur fait. ça Ben, a, l'opinion voilà, qu'on a, tu sais? Moi, c'est la question que je me pose aussi. Protéger la liberté d'expression, c'est aussi protéger de fausses nouvelles. C'est ça, en Ben, fait. on peut Pas aussi. nécessairement. C'est aussi la liberté d'expression, c'est aussi garantir le caractère démocratique des Voilà. débats par lesquels C'est ça. on discute Ouais. de la valeur des différentes opinions. C'est à la Effectivement, base les de toute opinions et les points de vue démocratie. n'ont pas tous la même poids, n'ont pas tous la même valeur. Mais ce qui importe de préserver, c'est la capacité d'en discuter, la capacité d'en débattre. Et ça, c'est une composante souvent oubliée de la liberté d'expression, mais elle est souvent essentielle pour, justement, aider la collectivité à départager l'acceptable du moins acceptable. Oui, et ça, c'est pas subjectif, en fait, ce qui est, dans le grand contexte de la liberté d'expression. Moi, si je trouve que ce que vous dites, c'est inacceptable, ça change rien à la possibilité de l'exprimer, en fait. Oui, mais alors ça devient important de pouvoir dire que ce que je dis est inacceptable. Et ce qu'il faut protéger, c'est la capacité la capacité qu'on puisse débattre démocratiquement du caractère légitime des limites. Hein? Parce que forcément, il y en a toujours des limites. Là où on perd la liberté d'expression, c'est quand ces limites-là sont décrétées de manière arbitraire, sans qu'on puisse vraiment débattre de leurs valeurs ou de leurs bien-fondés. Vous avez sûrement, excuse-moi, vous avez sûrement suivi le débat sur les radios d'opinion de Québec, Jeff Fillion, la marche qui avait été organisée avec des gens qui tenaient des pancartes citant Voltaire. Hein? Si, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Mais, corrigez-moi si je me trompe, monsieur Baillargeon, mais Voltaire n'a jamais dit ça. C'est une citation apocryphe ou un peu à c'est côté. attribué C'est à pas tout à Voltaire. fait. Ce qui Oui, se oui. produit, c'est que, de mémoire, il y a une penseur anglaise Voilà. qui a édité les pensées de Voltaire et qui a, présentant l'opinion de Voltaire sur la liberté d'expression, trouvé cette formulation. Mais elle est tellement forte et habile, cette formulation-là. Elle résume parce tout. qu'elle met le doigt sur une chose, je vais l'expliquer en deux secondes, si vous permettez, mais elle met le doigt sur quelque chose de particulier de l'esprit en rapport avec la liberté d'expression. Simultanément, vous devez détester quelque chose, le haïr, trouver que c'est impossible, et en même temps affirmer que vous allez défendre le droit de le dire. Alors, il y a deux tendances de l'esprit opposées ici qu'on réconcilie avec la question de la liberté d'expression, et cette double tendance-là, elle est souvent présente dans les débats qui concernent la liberté d'expression. Mais moi, je préfère celle d'Oscar Wilde, qui est réellement attribuée à Oscar Wilde, qui l'a réellement écrite. Dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez l'air con en le disant. Donc, ce principe-là de répondre par la critique à quelqu'un qui nous fournit une opinion ou une idée qui est... par exemple, je ne me gênerais pas de traiter un néo-nazi de raciste s'il s'inclut dans un débat avec moi. Je vais le laisser parler. Oui, on va discuter des idées. Mais pour moi, l'idée de massacrer des personnes parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, pour moi, c'est inacceptable. Donc, à partir de là, ben oui, je vais le faire paraître pour un con, c'est sûr. Puis je voudrais pas qu'il y ait la même place dans le débat public qu'un humaniste qui... en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc, pour moi, c'est important de situer ça puis de dire, oui, tu peux t'exprimer, mais attends-toi une critique, par exemple. Tout à fait, mais ce qui est délicat dans ce que vous dites, et c'est là où, je pense, tout le débat se situe, qui va déterminer... Ben moi. Voilà. Non, mais c'est ça. Qui va déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? On en a des limites à la liberté d'expression, ceci dit. On a le discours haineux, on l'a dit. Hein? Ça a toujours été clair que ça, c'est une limite à la liberté d'expression. Et après ça, bien, le préjudice qu'on cause à quelqu'un d'autre est aussi une limite à la liberté d'expression. Moi, je pense qu'on doit tous, chacun, être nos propres censeurs parce qu'on a tous une responsabilité. Quand on s'exprime en public, on a tous une responsabilité. Et le discours qu'on a doit aussi, puis ça, c'est une autre des limites qui existent déjà à la liberté d'expression, le discours qu'on a doit avoir un intérêt public. Une certaine pertinence, un intérêt public. On ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui si ça n'a pas d'intérêt. Une clarté oui, aussi. Mais, Madame Gagnon, moi, on est tout à fait d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent jamais comme vous et qui disent, ben moi, je vais parler parce que j'ai envie de parler et c'est mon droit le plus fondamental. Alors, je peux dire des âneries, je peux dire des propos haineux, je vais les diffuser. C'est ça, en fait, Mais ça, c'est des gens qui ont confondu le droit de s'exprimer avec « je dois m'exprimer ». Ah, on est d'accord. Tu n'es pas obligé de tout dire, là. Tout à fait, mais on dirait que les gens ont de plus, je sais pas,
Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais les gens ont envie de s'exprimer davantage et ont les moyens de le faire. Voilà, mais c'est ça aussi la question, c'est que là, on a les moyens. On a des outils de diffusion par les réseaux sociaux en particulier, là, nommons-les, Oui. mais on a plus d'outils de diffusion qu'on en avait avant. Et donc, j'ai l'impression peut-être, ça, il y aura peut-être des études là-dessus. Est-ce qu'on s'exprime plus? Est-ce que les gens s'expriment plus de manière générale à cause de ça? Bon, il faut voir. Et là, bien, on va soulever de grandes questions sur les responsabilités de diffuseurs, sur... parce que, dans le fond, c'est aussi ça, la diffusion. Quelqu'un qui va décider, qui dit quelque chose qui est diffamatoire ou qui peut porter préjudice seul dans une rue, bien, il ne va pas causer un grand tort à qui que ce soit. C'est à partir du moment où les propos sont diffusés que là, on commence à rentrer dans un débat. Là. Oui, allez-y, M. Toupin. C'est qu'en fait, plus les espaces de diffusion sont faciles d'accès, plus se pose la question de savoir de quelle manière on assure cet équilibre là, entre responsabilité et liberté. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que pour que la liberté soit vraiment garantie, il faut garantir une certaine marge de manœuvre, il faut garantir une certaine marge d'erreur, une certaine marge de tolérance à l'égard du propos qu'on pourrait trouver limite, qu'on peut trouver borderline, comme on dit, mais qui, en cas de doute, finalement, il vaut mieux le laisser circuler que de le supprimer trop vite. Alors, c'est cet équilibre-là qui est loin d'être facile Parce que votre doute n'est pas nécessairement le même que le mien ou que des autres autour de la table. Tout à fait, oui. Puis 99,9 de votre exposé peut être formidable, mais je peux accrocher sur un mot puis vous empêcher de dire au complet votre thé. Il y a ça aussi, là. Dans quelle mesure est-ce que le propos est acceptable ou si c'est juste un élément qu'on prend du discours pour dire ça, c'est inacceptable, on le rejette, mais on rejette toute la personne? On jette toute le... Je comprends ce que vous dites, puis j'aime ça. Contexte. C'est ça. toujours ça. Tout propos doit être analysé en tenant compte du contexte. On ne peut pas simplement isoler des mots ou isoler des expressions pour condamner le propos dans sa totalité. Ce que value à des humoristes beaucoup de problèmes là, quand on sort un élément de son contexte. Bien là, il y a plusieurs choses. Mais parlons-en de l'humour, justement, Christian, étant donné que vous connaissez bien ça. Comment vous enseignez à l'École nationale de l'humour? Comment est-ce que vous abordez le sujet de la liberté d'expression? Et ses limites, en fait. Qu'est-ce que les élèves ont le droit de dire? Où est-ce que... Bon, on est dans un cadre scolaire, en tout cas à l'intérieur de mon cours, qui est Humour et actualité avec Luc Boilly. C'est qu'on invite les étudiants à exprimer leurs pensées, à faire des gags, mais à partir des éléments d'actualité puis de la vie sociale. Mais à partir de là, je leur dis, dans un cadre scolaire, académique, on peut dire tout ce qu'on veut, mais après ça, on va s'informer ensemble, on va discuter ensemble du propos. Fait que moi, on peut m'arriver avec un gag complètement misogyne, complètement raciste. Je vais l'accepter, mais je vais discuter avec la personne pour dire, écoute, ce gag-là, est-ce que tu es conscient des implications que ça a? Est-ce que tu es conscient de à quel public tu t'adresses? Qu'est-ce que tu véhicules avec ça pour lui faire prendre conscience de la portée de ce gag-là? Puis, en humour, il y a des mécaniques qu'on peut utiliser pour faire passer une idée, même si elle est très, très nauséabonde. Il y a un contexte, il y a un emballage, il y a un personnage. C'est quoi l'intention? Donc, on peut analyser tout ça. Mais à partir du moment où on va sur une scène, je dis, bien, pour moi, la scène, comme la tribune, c'est un privilège, c'est pas un droit. C'est un privilège qui peut être retiré à tout moment si tu contreviens à certaines choses. Donc, si ton propos, ben tu le maintiens, puis tu dis non, moi, j'aime mon gag haineux, puis je continue à dire mon gag haineux, puis je fais des signes nazis, puis là, OK, vas-y. mais tu vas être soumis à une critique, puis on va pouvoir te retirer ton privilège. Oui. Tout à fait. T'sais, moi, j'aurais aucun problème à retirer son privilège à ce moment-là. Pas de censure au départ, pas de ça, on va pas là, ça. Non. Parce qu'on entend beaucoup qu'on est plus frileux qu'avant, on peut pas dire les mêmes choses qu'avant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut dire tellement de choses. On peut dire toutes sortes de choses. Il se dit tellement de choses sur toutes sortes de... dans tous les métiers, dans toutes les disciplines, il se dit énormément de choses outrancières, horribles. Écoute, bien, si on s'en tient juste à ce qui est publié dans les journaux, on peut aussi aller voir dans les sections commentaires, on peut aller voir sur Reddit, on peut aller voir sur 4chan, sur 8chan, sur d'autres trucs encore plus obscurs du dark web pour se rendre compte que, ben oui, tout se dit. Tout se dit. Mais il y a une limite à ce qui peut être dit publiquement, puis il y a une limite à ce qui a un intérêt à être dit publiquement ensuite. Tu sais, des discussions de taverne, ça existe, ça a toujours existé, mais ça ne dépassait jamais la taverne. Là, la taverne est globale. Il faut tenir compte de ça aussi. Bon, en parlant le dark web, il faudra en parler de tout ça. J'ai-tu jeté un froid, là? Non. C'est juste, je pense que ça nous rappelle, en fait, une évidence. Mais en même temps, c'est ça.
c'est pas toujours évident de tout prendre puis de tout accepter puis après de laisser les autres juger ou les nouveaux censeurs, en fait. Bien, c'est parce que les contextes sont un peu télescopés. Hein? On parlait il y a cette image de la taverne et des blagues de taverne qui ont toujours existé. Mais maintenant, on est dans des espaces connectés où on peut dire tout ça et bien plus. Et tout ça est dans un espace qui n'est plus du tout l'espace de la taverne, là, cet espace protégé où il y avait juste des gars, là, puis où ça sortait pas de là. Oui. Et c'était tant mieux, peut-être, et vous direz? Oui. Tandis que là, bien, effectivement, les environnements de réseaux sociaux, bien, ça circule partout. Alors, il y a cette... c'est probablement ce que l'on vit à l'heure actuelle qui nous fait remettre en cause la liberté d'expression. Parce que, justement, on se retrouve dans des environnements où elle semble s'exprimer avec des balises puis des contextes qui sont drôlement mêlés. Alors ça peut effectivement provoquer beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations. Bien, parlons-en justement des nouveaux acteurs, des nouveaux censeurs sur la sphère publique. Depuis un moment déjà, on peut voir des entreprises privées se prononcer sur ce que le public peut dire ou montrer sur leur plateforme. Facebook avait parti le bal en censurant des images de nudité, et ce, même s'il s'agissait d'œuvres d'art. Twitter a emboîté le pas en se mettant aussi à censurer des contenus ne ménageant pas au passage certains présidents. Et Google et sa plateforme YouTube ont fini par confronter et confirmer devant les tribunaux le droit de censure des réseaux sociaux. Mais que penser d'entreprises culturelles qui se censurent? Faut-il y voir une forme de bâillonnement qui pourrait avoir de tristes répercussions sur la création et la liberté de parole? Ou au contraire, se réjouir de la plus grande prise de responsabilité de ces entreprises qui décident de censurer? La question se pose. Normand, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle génération de censeurs? Vaste débat, évidemment. J'aimerais retourner à John Stuart Mill, à son principe de tort. Dans son livre, John Stuart Mill explique qu'on doit pouvoir permettre de dire que les producteurs de grains affament le peuple. On doit pouvoir dire ça, l'écrire. Mais il dit, si vous êtes avec une foule en colère devant la résidence d'un producteur de grains et des gens qui veulent le pendre, là, ici, il y a une limite à l'expression. On ne pourrait pas exprimer cette idée-là. Ça a été longtemps une des bases juridiques et philosophiques de la liberté d'expression et de sa limite. Dans les années 80, un philosophe qui s'appelle Joel Feinberg a commencé à suggérer l'idée que des propos offensifs pourraient justifier une limitation à la liberté d'expression. Il l'a fait de manière sage et modérée, mais il a expliqué que des choses comme ces jugements nuancés devraient prendre en considération des facteurs comme la durée, l'audience, les personnes concernées, les moyens de diffusion. Et je pense que cette idée d'offense fait partie du soubassement des questions qu'on se pose aujourd'hui. Une autre chose qui m'apparaît frappant, c'est qu'aujourd'hui, on pose cette question-là à propos de nouvelles entités. Souvent, c'était l'Église, l'État qui exerçait cette censure ou cette limitation à la liberté d'expression. Aujourd'hui, des entreprises, parfois qualifiées de personnes morales immortelles, peuvent exercer des droits de limiter la liberté d'expression. Jusqu'où c'est légitime, c'est important de discuter cette question-là. Et aussi des groupes revendiquant une forme d'offense demandent qu'on limite la liberté d'expression. Donc, il y a une nouvelle configuration du débat sur la liberté d'expression à partir de tout cela. Wow! Geneviève Gagnon, je vais vous demander, d'emblée, qui est-ce qui trace la ligne? Il faut le savoir, là, entre ce qui peut être dit, diffusé et ce qui ne peut pas l'être. En bout de piste, si on se rend à un recours parce qu'il y a eu un préjudice, celui qui aura tracé la ligne, ce sera le juge en bout de piste. Ou encore, celui qu'on appelle si bien le législateur, si éventuellement, pour une raison ou pour une autre, il y a un déséquilibre dans les droits et que là, le Parlement a une nécessité de venir rétablir par une loi un déséquilibre. Ceci dit, avant de se rendre là, il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs personnes qui tracent les lignes. Il y a plusieurs garde-fous. Il y a plusieurs garde-fous. Oui. Bon, c'est sûr que quand on parle de discours, quand on parle de liberté d'expression, ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est la diffamation. Donc, est-ce qu'on atteint à la réputation de quelqu'un en diffusant un discours? Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si moi, je tiens des propos qui sont diffamants à l'égard de quelqu'un, mais tout seul dans mon salon et que personne ne les entend, il n'y en aura pas de problème parce que à ce moment-là, je ne peux pas causer de préjudice à quelqu'un. On ne peut pas devenir, à ce moment-là, le droit de l'un qui vient contrer le droit de l'autre, brimer le droit de l'autre, ou en fait, qui devient la limite. C'est plus ça, qui devient la limite du droit de l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en matière de diffamation, c'est pas ce que la personne qui se croit diffamée ressent
qui est le guide. C'est plus ce que les autres vont retenir du discours qui a été fait à l'égard de cette personne-là qui est le guide. Donc ça, en droit, ce qu'on dit, c'est, on parle toujours de la personne raisonnable. Là. Ça, c'est notre bon père de famille, notre ancien bon père de famille. Maintenant, c'est la personne raisonnable. Qu'est-ce que la personne raisonnable retiendrait de ce discours-là? Et est-ce qu'elle aurait l'impression que ce discours-là porte atteinte à la réputation de l'individu? Si c'est le cas, si le bon père de famille ou le citoyen raisonnable dit oui, ça porte atteinte à la réputation de cette personne-là, là, le dommage, donc, c'est-à-dire, évidemment, les conséquences économiques qui peuvent en découdre, mais aussi ce qu'on appelle le préjudice moral, le fait de justement s'être senti victime de ça. Oui, ça devient indemnisable, mais ce n'est pas indemnisable quand, par exemple, c'est la personne elle-même qui se dit « j'ai eu de la peine, j'ai été brimée, moi, j'ai été offensée par ce qu'on m'a dit ». Si c'est pas objectivable, bien, à ce moment-là, ce n'est pas indemnisable. Oh! Monsieur Trudel, oui. Autrement dit, le seul fait que quelqu'un soit inconforté par un propos, ça ne peut pas être une limite raisonnable à la liberté d'expression. Parce que sinon, il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus rien À partir qui peut du se moment où n'importe quel individu... Parce qu'en fait, on peut imaginer qu'à n'importe quel propos qu'on peut dire est susceptible d'inconforter quelqu'un quelque part. Ça dépend des sensibilités. Et ça dépend des sensibilités, ça dépend de tout un ensemble de facteurs. Donc, ça ne peut pas être le critère qui nous permet de tracer la ligne entre ce qui est acceptable et ce qui est une limite raisonnable. Et comme le dit ma collègue, c'est justement une personne, un juge, très souvent, qui va regarder si, raisonnablement, compte tenu du contexte sociétal dans lequel on se trouve, une personne pouvait être justifiée de sentir que sa réputation avait été atteinte ou qu'il avait été injustement injurié, parce que l'injure aussi, il y a cet aspect-là. Mais le seul fait de se sentir inconfortable, ça ne peut pas... accepter ça, c'est nier l'existence même de la liberté d'expression. Mm-hmm. Parce que dès lors que quelqu'un lève la main et dit « je suis inconfortable », on se tait tout le monde. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a ce critère qu'on appelle objectif, entendu comme étant une délibération dans laquelle chacun a le droit d'être entendu, au cours de laquelle un juge va être appelé à déterminer si c'est raisonnable de penser que la personne avait de bonnes raisons de se sentir lésée. Je suis très sensible à ce que vous dites et je pense que c'est un argument très fort de dire qu'on ne peut pas invoquer le fait de se sentir mal à l'aise devant un propos parce que tout propos est susceptible de rendre quelqu'un mal à l'aise, donc ça ne va pas. Et je suis sensible aussi à l'argument que je dirais juridique et philosophique que vous déployez. Je serais curieux de savoir, vous, autour de la table, est-ce que vous sentez néanmoins que d'un point de vue social, sociologique, empirique, dans les faits, il y a en ce moment un appel à des types de revendications de cet ordre-là? Ça m'offense, donc je demande qu'on l'interdise. Oui. Alors, c'est pas le point de vue normatif, philosophique ou juridique, mais c'est le point de vue sociologique. Est-ce que là, on sent pas quelque chose qui joue en ce moment? Il y a quelque chose. Mais je veux juste revenir en arrière parce que c'est important, puis ça vient compléter un petit peu là, cet élément-là de votre question. On va dire le juge est le dernier censeur en bout de piste, sauf que même le juge, il ne peut pas censurer n'importe quoi en matière de liberté d'expression. Les tribunaux ont toujours dit on n'est pas là, on n'est pas des arbitres du bon goût. Hein? Donc, on est là pour déterminer si, par exemple, les faits étaient fondés, étaient véridiques. Quand je disais tout à l'heure, il faut faire attention entre les faits et l'opinion. Quand on présente des éléments comme étant des éléments factuels, bien, là, on a des limites qui arrivent beaucoup plus vite que lorsqu'on fait état d'une opinion où notre liberté d'expression est beaucoup plus grande et où, par exemple, un censeur comme un juge va pouvoir moins intervenir. Et c'est là où je fais le lien avec ce que vous dites, parce que ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est de l'opinion. Et donc, est-ce que cette opinion-là ou cette ligne de pensée-là est acceptable dans une société? Bien, moi, ma réponse à ça, c'est pas on doit brimer la liberté d'expression de ceux qui n'auraient pas des opinions acceptables. Moi, ma réponse à ça, c'est on doit, au contraire, protéger et valoriser encore plus l'expression de tous ceux qui vont être capables d'éduquer la population. On parle, entre autres, nos grands médias, maintenant, ont tous des sections vérification des faits ou comment découvrir une fake news ou comment... Bon, alors ça, c'est intéressant aussi, et de s'assurer qu'on enseigne
à nos jeunes comment réfléchir et de se former une pensée critique qui va nous amener justement après C'est la ça. base. Oui, après ça, être capable de pouvoir prendre position. Je suis tellement juger, d'accord avec ça. Juger Par le- rapport oui, à ça. les propos. Parce que dans le milieu de l'humour, c'est de plus en plus fréquent qu'on entende des gens dans la salle répliquer au moment où ça se passe, au moment où le comédien ou l'artiste est en train de livrer sa performance, qu'il y a des gens qui disent grossophobe, transphobe, spéciste. Moi, je me suis déjà fait crier spéciste. OK, mais on peut-tu en parler après? Oui, je serais disposé à en parler après. Ça se peut qu'on parlait de l'espèce d'un espace de liberté dans lequel on peut exprimer quelque chose. Puis ça se peut que j'ai mal formulé. Moi, c'est jamais la faute du public. C'est toujours la faute du praticien qu'on est. Les humoristes, c'est toujours de notre faute si on a mal travaillé notre Véhiculé, propos. oui, oui. Exact. Donc, c'est toujours de notre faute. Mais là, si quelqu'un me le crie, attends une minute, mais est-ce qu'on peut s'en parler après? Je suis très ouvert. Mais après ça, ça va être moi à décider si je garde ce gag-là, mais je vais avoir entendu l'opinion de la personne offensée, mais en même temps, tout humour est offensif. On ne se le cachera pas. S'il y a pas d'offense, il n'y a pas d'humour. Tout humour est transgressif. On travaille à partir de tabous. Nous autres, ce qu'on fait, c'est que les tabous sont fixés par la société, ce qui est moralement acceptable ou non, mais ces frontières-là sont mouvantes. Ils bougent. Donc, nous, notre travail, c'est d'aller un petit peu plus loin que ce qui est acceptable pour voir si on est encore là, pour voir si la borne, la limite, est encore valable. Puis si la limite est plus valable, bien, on repousse la limite et voilà, on a gagné de la liberté pour tout le monde. Mais donc, l'humour, en ce sens-là, va toujours être offensif. On va toujours offenser quelqu'un, mais il faut qu'on reste aussi à l'écoute des personnes qui expriment cette offense-là, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un droit à ça. Il n'y a pas un droit. Je ne changerai pas mon numéro. Je vais écouter, je vais travailler, mais ça se peut que je ne change pas mon gag. Là. Mais écoute, Moi, je veux juste revenir sur ces nouveaux censeurs, ces nouveaux acteurs. On a l'impression que les GAFA, donc Google, Apple, Amazon et Facebook, ont beaucoup à dire et à faire en termes de liberté d'expression parce qu'ils peuvent laisser ou non une information passer. Est-ce que pour vous, M. Trudel, je vous pose la question, est-ce que pour vous, ils jouent un rôle de censeur en termes de liberté d'expression? En fait, ce qu'on appelle les GAFA, les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et ainsi de suite, c'est des entreprises qui ont bénéficié probablement une des plus grosses subventions de toute l'histoire des médias. C'est-à-dire qu'ils se sont développés parce que aux États-Unis, là où ces réseaux-là se sont développés, dans les années 90, le Congrès a adopté une loi qui les protégeait de toute responsabilité ou de toute poursuite en responsabilité pour tout ce que les tiers mettent en ligne sur leur plateforme. Quel précédent, quand wow. même. Et c'est une immense subvention, parce qu'en Oui. fait, c'est comme si on demandait à tous ceux qui subissent des atteintes à leur réputation de subventionner Facebook et Google. Et les Américains prétendent que c'est le libre marché, mais en fait, c'est une loi qui les protégeait Incroyable. et qui les protège encore de cette responsabilité. C'est parti d'une bonne intention. On voulait libérer l'Internet, on voulait permettre que l'Internet puisse être ouvert et être accessible à tous ceux qui avaient quelque chose à dire. Le libre marché des idées. C'était le libre marché des idées. C'est cette imagerie, d'ailleurs, qui est à l'origine de la création puis le développement d'Internet. ouais, je confirme que À c'est fait. l'origine. Hein? Oui, C'est- oui, oui. Sauf que ce que l'on observe, effectivement, c'est que c'est devenu des espaces dans lesquels la parole, ce sont des espaces privés par la propriété, mais c'est devenu des espaces publics, de parole publique. Et là, forcément, on se retrouve dans une situation où c'est ces entreprises-là qui ont la maîtrise de ces espaces-là. Elles ont la liberté d'enlever, de supprimer. Et actuellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles gèrent ça à la manière d'un problème de relations publiques. Ben, tout à fait. Les gens s'inquiètent que Twitter fasse circuler trop de fausses nouvelles. On étiquette les nouvelles en disant c'est peut-être pas tout à fait vérifié. On s'inquiète qu'on puisse filmer ces meurtres en direct sur Facebook Live. Bien, Facebook intervient et met en Oui, c'est place du cas des par cas, précautions. toujours. Et c'est toujours au cas par cas, dans une logique de relations publiques. Mais il ne faut pas s'en étonner. On a laissé dans tous les pays se développer ce type de place publique-là. C'est comme si on avait dit, désormais, toutes les rues, tous les espaces publics de nos sociétés, c'est des entreprises privées et il n'y a rien d'autre. Et ces entreprises privées font ce qu'elles veulent là-dedans.
C'est un choix qu'on a fait. On s'en est peut-être pas aperçu. On l'a fait sans doute au nom d'une espèce de romantisme de l'Internet, là, sans poids ni loi. Mais on se retrouve avec ça aujourd'hui. Et là, il faut pédaler à rebours. Et il faut identifier de quelle manière ces plateformes-là devraient être davantage encadrées pour justement, sans violer la liberté d'expression, sans supprimer la liberté d'expression, comment est-ce qu'on fait pour rétablir les équilibres? Est-ce que l'État devrait s'en mêler, selon vous? Bien, moi, je pense que les États n'auront pas le choix de s'en mêler. On ne peut pas laisser les entreprises commerciales gérer ça comme étant une affaire de crise de relations publiques, comme ça se fait actuellement. Ce sont des espaces publics et il faut que les États... les États sont probablement les seules entités qui ont la légitimité pour intervenir là-dedans. Mais quand on dit intervenir là-dedans, c'est pas en instaurant de la censure, mais c'est en identifiant un modèle qui garantit que les abus sont contrôlés. Oui. Un modèle possible, par exemple, c'est l'obligation d'étiqueter certains contenus lorsqu'ils sont douteux, ce que les entreprises ont commencé à faire déjà. Oui. Une Ben, ça, je suis assez- déontologie, en fait, une espèce de déontologie journalistique ce serait difficile de contrôler. Ben, Je sais pas. Moi, je voudrais pas avoir ce mandat-là, en tout cas. Hein? Mais c'est la responsabilité. Vous dites, est-ce que les États devraient intervenir? C'est parce que l'État est d'abord intervenu qu'on se retrouve dans cette situation-là. Parce que n'importe quel autre diffuseur a une responsabilité civile. Puis là, on est au Québec, parlons de responsabilité civile, mais c'est le tort ailleurs, aux États-Unis ou au Canada anglais. Mais alors, n'importe quel diffuseur a une responsabilité du contenu qu'il diffuse. Et là, avec cette décision historique du gouvernement américain, ça ne s'est pas passé pour les GAFA, justement. Mais là, c'est intéressant au Québec, et moi, j'ai très hâte de voir ce qui va arriver, parce qu'à la suite du dernier mouvement de dénonciation sur les inconduites sexuelles, justement, il y a une poursuite qui a été déposée contre Facebook. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ça risque d'être intéressant de voir ce qui va ressortir de ça. Mais en même temps, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant à la suite du dernier mouvement de dénonciation, sans rentrer dans le cœur du débat, là, c'est pas ce qu'on veut faire, mais c'est que on s'est rendu compte que le fameux citoyen raisonnable, il se pose les bonnes questions. L'opinion publique qu'on a eue, ça a été de se dire, mais comment on sait que c'est vrai? Comment on peut vérifier? Comment une seule personne qui viendrait dire ça, comment on n'a pas de corroboration? On ne sait pas. C'est drôle parce que toutes ces questions-là qu'on entend dans notre débat, mais c'est ça, dans le fond, qui s'applique dans le droit quand on se pose la question de la responsabilité. Il y a Mais comme une à ce moment-là- autorégulation. Mais ça serait pas mieux? Non, pas une autorégulation. Oui. En fait, une certaine façon de rétablir l'équilibre, Oui. dans le fond. Mais Oui. plutôt que de demander au gouvernement, par exemple, aux États d'intervenir directement dans les contenus puis de policer ou encadrer Internet, si on outillait les citoyens un peu mieux pour être capable de contrer les discours haineux, de reconnaître les sophistes, si on enseignait la philo au primaire, mettons, là, un vrai cours de philosophie. On ne sera pas contre ça ici Non, mais aujourd'hui. Socrate ça en serait deuxième année, là, Ce puis serait qu'on merveilleux. puisse former notre pensée critique, on serait peut-être en train de former des citoyens qui seraient capables de résister à ça puis d'être plus à même d'identifier les contenus. Oui, vous- c'est une piste. C'est une piste, mais il faut que Mais je il vous y en arrête a- parce qu'on a tellement d'autres choses. On doit parler de plein de choses, dont la menace qui plane sur certaines institutions qui sont maintenant fragilisées. On regarde. Le milieu universitaire a toujours été considéré comme étant un espace de libre-échange d'idées et de réflexion privilégié. Mais serait-ce en train de changer? De nombreuses voix s'élèvent pour s'insurger contre une nouvelle culture de la censure qui commencerait à y prendre beaucoup de place. Les signes se multiplient. Conférences universitaires annulées sous la pression d'étudiants et professeurs pris à partie et traités de racistes alors qu'elles citent des passages de nègres blancs d'Amérique. La liberté de presse n'est pas en reste. Une journaliste de la CBC, parlant elle aussi de l'essai de Vallière, est réprimandée. Nous dirigeons-nous vers un monde où il y aura tant de mots et de concepts tabous que toute idée ou prise de parole divergente ne sera plus possible? Quel est l'avenir du milieu académique et de celui des médias dans ce tout nouveau contexte? Normand Baillargeon, la liberté académique, un sujet qui vous touche particulièrement. Un mot là-dessus? Tout à fait. Je vais employer un mot, c'est le mot qui convient ici, c'est épistémique. Ça concerne la recherche de la vérité. Alors, la liberté d'expression à l'université, qui est une institution vouée à la recherche de la vérité, prend une forme particulière. On l'appelle parfois liberté académique. Et elle est extrêmement importante. Je vais encore revenir à John Stuart Mill, qui est un homme extraordinairement brillant. Mill disait,
Vous ne savez même pas ce que vous pensez réellement si vous n'avez jamais confronté votre point de vue à celui de quelqu'un qui pense le contraire de vous. Ça, c'est une notion épistémique extrêmement importante. Et à l'université, la vie de l'esprit demande cette protection de la liberté académique très grande. Et on peut penser qu'en ce moment, des choses comme ce qu'on appelle la cancel culture, le safe space, sont des limites à la liberté académique qui sont troublantes. Pour ce qui est des médias, j'aimerais revenir sur un autre philosophe qui s'appelle John Dewey, qui avait inventé l'expression de conversation démocratique. Alors pour lui, la démocratie, en chair et en os, si je peux dire, au-delà des régimes politiques, etc., des institutions qui la définissent, c'est un mode de vie associatif, une manière de vivre ensemble. Et elle suppose de converser. Et en ce moment, il y a des raisons de s'inquiéter de l'état de la conversation démocratique. Donc, on pourrait s'inquiéter de la liberté académique et de l'état de la conversation démocratique. Pierre Trudel, est-ce que ça vous inquiète, cette censure qui plane au-dessus de ces institutions? Bien, c'est que les institutions universitaires, effectivement, c'est des endroits où des gens vont là pour apprendre, hein, pour se former. On peut effectivement s'inquiéter quand on commence à dire, a priori, les gens devraient être privés de l'accès à certains types de discours, certains types de pensées, au motif que ça pourrait déranger certains. C'est inquiétant. Cela dit, les universités au Québec et un peu partout dans le monde ont toujours eu à se débattre avec ce genre de censure. Si on retourne dans l'histoire du 20e siècle au Québec, les universités étaient dominées par le clergé catholique et des professeurs. On raconte que l'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau n'avait pas pu être engagé à la faculté de droit où j'enseigne parce qu'on lui reprochait ses propos anticléricaux. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les universités sont obligées de se débattre avec ces revendications pour faire taire. Mais justement, c'est le rôle des universités, c'est le rôle des institutions universitaires de dire non à ce genre de revendications. Parce que sinon, il n'y a plus de véritable différence entre l'université et un monastère ou une secte, finalement. Alors si on veut vraiment une université, oui, on ne peut pas tolérer qu'on commence à dire qu'il y a des idées dont on ne peut pas débattre. Même si ce sont des idées absolument insupportables, il faut être capable d'en débattre. On ne peut pas comprendre le nazisme si on ne comprend pas les idées aberrantes sur lesquelles il repose. Alors, si on dit a priori que ces idées-là sont tellement épouvantables qu'on ne peut même pas en exposer la teneur aux étudiants, bien, ma foi, on condamne toute une génération à tout ignorer d'une des idéologies les plus meurtrières de l'histoire humaine. Mais comment ça se fait qu'on impose à un professeur de faire des excuses quand elle cite un ouvrage, le titre d'un ouvrage? Moi, c'est parce que les directions d'université n'ont pas de colonne vertébrale. C'est aussi simple que ça. Le rôle des directions d'université serait de défendre l'université et non pas de s'aplaventrir de façon aussi lamentable là, que ça, commencer à s'excuser à chaque fois que quelqu'un est inconfortable. Il faut être capable de rappeler la mission de l'université, dire vous n'êtes pas évidemment obligé d'être d'accord avec ce que la professeure a dit, mais elle l'a dit dans un contexte académique qui, selon toutes les informations disponibles, se défendait parfaitement bien. Et c'est à la direction de l'université de mettre ses culottes, autrement dit. J'insisterai aussi pour dire que sur de bon nombre de questions sensibles et débattables dans la société, l'éclairage de multiples points de vue que peut apporter une université est crucial pour connaître la vérité sur ces questions-là. Et même sur des questions qui nous semblent acquises, je vous donne un exemple tout bête, là, mais si quelqu'un pouvait démontrer qu'Einstein s'est complètement trompé, qu'il avait tout faux, cette personne-là a demain le prix Nobel de physique. Alors, il est important de cultiver le débat d'idées. La vie démocratique le demande, mais la vie de l'esprit l'exige. Et c'est pourquoi, selon moi, la liberté académique prend une importance, j'oserais presque dire, plus grande encore que la liberté d'expression. En tout cas, elle prend une coloration particulièrement forte dans cette institution qui se voue à la recherche de la vérité. Je vais être un peu terre à terre dans ce débat. S'il vous plaît, Mme Gagnon. Bien, en fait, puis ça va nous ramener aussi à la question de la liberté de presse puis des médias. Mais
la question qui peut se poser, puis j'ai aucune idée, là, je suis pas dans le secret des dieux, puis j'ai aucune idée dans quelles circonstances ça peut se faire ou pas, mais quelle est la conséquence possible pour une université, par exemple, de laisser passer, dans un contexte de controverse, de prendre une telle ou une telle autre position? Bien, la possibilité d'être poursuivi. Et c'est pour ça que je dis, je vais être terre à terre, parce que la possibilité d'être poursuivi, ça implique l'obligation de se défendre pour pouvoir... C'est des coûts. Ben voilà, alors pour pouvoir défendre ces grands principes-là, et ce sont des coûts. Et où est-ce qu'on va faire des choix? Où est-ce que les directions vont faire des choix et vont dire est-ce que ça en vaut la peine d'investir? Et c'est pour ça que je dis je suis terre à terre. Mais si je ramène, là, je fais le pont avec la liberté de presse, c'est que quand on regarde nos grands médias ici au Canada, ils ont tous investi énormément pour protéger la liberté d'expression. Quand on regarde les intitulés des décisions de la Cour suprême qui, à chaque fois, viennent réitérer à quel point c'est important la liberté d'expression dans une société démocratique, qu'on doit la protéger, qu'on doit avoir une grande, non seulement une grande ouverture, mais justement une grande souplesse pour la protéger, bien, c'est souvent, presque essentiellement, des grands médias qui ont mené ces batailles-là. Donc, et là, ça nous ramène aussi à la question du jour en matière de qu'est-ce qui est dangereux pour nos grands médias actuellement. C'est un peu ça aussi. C'est le financement. On en parlait des GAFA tout à l'heure. La publicité, là, on le sait que c'est ça la question. Et le nouveau modèle. ceux qui vont rechercher les publicitaires, c'est les GAFA qui n'ont pas de contenu. Alors que ceux qui font le contenu et qui souvent partagent un contenu dans ces réseaux sociaux-là, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont pris dans ce modèle-là de toute manière, parce que c'est comme ça, sont de plus en plus en difficulté. On le sait, je ne pense pas que c'est un grand secret pour personne là, de dire que le financement de nos médias, c'est difficile. Mais si on veut arriver à continuer à éduquer tout le monde, à s'éduquer, à se donner les moyens, les outils de vérifier c'est quoi une fake news ou est-ce que les faits sont véridiques, est-ce qu'on peut vérifier ces faits-là, il faut qu'on trouve une façon, comme société, de continuer de financer, à mon avis, c'est les journalistes qui font un travail en vertu de normes de pratique, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, mais comment... Et déjà, s'il y avait moins d'annonces de chars. Moi, je trouve que les annonces de chars, par exemple, ça, c'est une censure qui ne dit pas son nom. Parce que ça prend de la place dans un média, puis les médias en ont besoin, mais ça prend de la place au détriment des idées puis des opinions qui pourraient être véhiculées dans le média. Ça, c'est le système capitaliste, Christian, oui, que je sais bien, mais là... Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais c'est une grande question, le financement. Puis c'est quoi la réponse? Je ne sais pas, là. Mais je sais une chose, c'est que alors que dans d'autres domaines, on ne sait pas, en tout cas, à mon avis, on ne sait pas encore si ça va pouvoir s'équilibrer de soi. Probablement pas, mais peut-être. Je pense qu'en matière de financement, on commence à avoir la réponse. Et juste un petit chiffre, 40 selon un sondage de 2019, 40 des Canadiens disent ne pas pouvoir distinguer la bonne de la fausse nouvelle maintenant. Ouais. Alors, c'est quand même extraordinaire, comme c'est presque la moitié des Canadiens qui sont plus sûrs maintenant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est vrai, je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Jusqu'au bout, là? Ils vont jusqu'au bout là, Allez-y, mais c'est dire à quel point, effectivement, il faut assurer l'équilibre financier des médias, mais aussi de tous ceux qui ont à cœur de fouiller, de rechercher, d'éventuellement contredire les idées reçues. Et il faut assurer qu'il y ait des ressources dans la société pour permettre un véritable débat. C'est ce que certains auteurs appellent l'approche du more speech, c'est-à-dire que la meilleure façon de combattre les idées controversées ou les idées inacceptables, c'est justement d'outiller, mais également d'équiper et pour être capable de doter de moyens Ouais. ceux qui sont en mesure de réfuter. Et c'est comme ça que le système fonctionne pour justement générer cette production de vérité. Et donc, c'est ce que certains appellent l'aspect positif de la liberté d'expression. Autrement dit, il n'y a pas que l'interdiction de censurer, mais il y a aussi l'obligation de promouvoir la parole, promouvoir la critique.
Là, je vais faire une fleur à mon collègue, M. Baillargeon. Peut-être qu'une bonne idée, ce serait de commencer par lire le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Ah ben oui, faut le avoir livre ça. de M. Baillargeon, qui a écrit depuis quelques années déjà. Quinzaine d'années déjà. Une oui. quinzaine d'années, mais qui est toujours si pertinent. Peut-être qu'on peut commencer par ça. On le conseille à tout le monde. Oui. Je pense qu'on devrait, pour terminer, réfléchir sur les débats futurs. On devrait s'inquiéter de quoi pour les débats futurs en termes de liberté d'expression, Normand? Écoutez, moi, je pense, comme le disait M. Trudel, on a tous convenu de ça, je pense que la liberté d'expression est la condition par laquelle vivent des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés. Elle est au cœur de la défense de la liberté des artistes, de la recherche de la vérité, de la démocratie elle-même. Alors, pour moi, c'est une valeur absolument fondamentale. Maintenant, il y a de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, certains économiques. J'ai beaucoup aimé que vous souleviez ça, tous les deux. Je dirais qu'une des choses qui me semble prioritaire pour défendre la liberté d'expression, c'est un type d'éducation à la citoyenneté qui prépare à l'exercice de la citoyenneté, par quoi on accepte de dialoguer. La démocratie, c'est un système dans lequel on dialogue. Et ce dialogue-là doit être entretenu. On doit convenir qu'il y a des sujets avec lesquels on aura des désaccords, peut-être même profonds avec certaines personnes. C'est pas une raison pour insulter les gens. On peut apprendre de gens avec lesquels on est en désaccord, mais tout ça demande une mécanique mentale que l'école peut préparer en faisant cette éducation à la citoyenneté où on apprend à distinguer le vrai, le faux, des sophismes, des faux raisonnements, des discours trompeurs, et où on apprend aussi à échanger avec les autres sans les insulter, en écoutant des arguments et en convenant, en bout de piste, qu'on aura sans doute des désaccords. Le plus tôt possible. Bien, le plus tôt Je sais possible, pas. bien sûr. Ça commence Oui, aujourd'hui. cette non, mais- Ça commence Ben oui. le plus tôt possible dans l'enfance, vous voulez dire. Oui, parce qu'il l'enfance, y a des institutions comme, par exemple, à Saint-Hyacinthe, la Polyvalente et à Sainte-Delorme, m'invitent depuis plusieurs années à parler justement des fake news, puis des sophismes, puis de l'argumentaire dans le langage. Mais en secondaire 5, C'est tard. mais c'est très tard. tard. C'est très tard. C'est le fun, c'est tant mieux. Mais c'est très tard. Moi, je ferais ça bien plus tôt. Là. Mais c'est ça, c'est que les espaces de discussion sont planétaires et ils sont ouverts à peu près à tout le monde qui a quelque chose de connecté dans son sac à main. Donc, raison de plus, il faut que tout le monde soit équipé pour débattre. C'est plus uniquement le fait des intellectuels, des élites ou des personnes savantes. Tout le monde, maintenant, doit s'équiper pour débattre et discuter puis prendre part à la discussion. Et donc, c'est là le J'aimerais grand défi. citer des recherches crédibles en sciences sociales qui montrent que un des effets de n'échanger qu'avec des gens qui pensent comme nous, c'est une radicalisation de nos points de vue. Nos biais cognitifs sont en œuvre. Alors, pensez aux médias sociaux. Il y a des chances qu'on désapprenne l'art du dialogue en ne s'informant qu'à des sources qui disent toujours la même chose. Puis est-ce On- qu'on ne devient pas plus fragile aussi, puis plus Ben, offensable? Il y a même Vulnérable. il y a des Ouais. chances, il y a des chances que ce qu'on observe, c'est que des gens très savants sur un sujet donné tendent à être pondérés et modérés et s'avancer sans avoir de grandes certitudes absolues, alors que des gens qui s'y connaissent très peu sont absolument certains de ce qu'ils avancent. Et ils parlent fort. Et ils parlent fort. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ouais. On revient à Socrate dont on parlait au début. Voilà, Socrate. Et peut-être Madame qu'on Gagnon, peut... Oui, bien en fait, ce que je disais, c'est que oui, l'école, je suis d'accord, oui, très tôt, comment on peut éduquer nos jeunes, mais comme parents, Oui. on doit Ben être oui. des modèles aussi, je pense. Moi, dans mon enfance, il y avait toujours les journaux sur la table, disponibles. Et ça, moi, ça a été quelque chose de très important pour mes propres enfants. Même que quand on est passé à la culture numérique, là, je me suis dit, comment on va gérer ça, comment on va faire ça. Il ne faut pas Mais- juste laisser le journal, il faut en discuter Ben, aussi. faut en puis discuter. Non, c'est mais ça. c'est un Puis il faut bon donner outil. l'exemple. Il faut Oui. montrer qu'on le lit, il faut montrer qu'on écoute le bulletin de nouvelles et que nos enfants ils commencent à faire la même chose. Et ils passent très rapidement à la tablette. Mais justement, à la tablette, dans le journal au complet et non pas juste dans leur réseau social. Ça, c'est important. Je pense qu'on doit le faire, on doit le dire à nos enfants rapidement aussi pour qu'ils puissent développer cet esprit critique. C'est fondamental. Monsieur Trudel, aviez-vous quelque chose à rajouter? Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se donner les moyens, tout le monde, de discuter globalement et de façon planétaire. Et ça devient une habilité importante dans notre époque. Et si on ne le fait pas, ben, on est exposé au pire démagogie, on est exposé à la désinformation. Et donc, il y a un enjeu démocratique de taille là-dedans.
Bien, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans notre agora. Exact. Dans notre petite taverne. Oui, notre petite agora. Et bien, je vous remercie vraiment. Je vais laisser la parole à Normand Baillargeon. Il va nous laisser avec une citation d'un philosophe. Il s'agit de Bertrand Russell, que vous connaissez sans doute, un des plus grands philosophes du 20e siècle. C'est un logicien et un philosophe. Il est aux États-Unis, lui, il est anglais, pendant que la Deuxième Guerre mondiale est déclarée. Il est donc bloqué là avec sa famille et il se trouve un poste de professeur à l'Université de New York pour aller enseigner la logique et la philosophie des sciences. Une campagne contre lui se lance à cause des positions qu'il a exprimées sur la sexualité, sur les femmes, sur le droit pour les jeunes d'avoir une vie sexuelle avant le mariage, et ainsi de suite. Quelle idée! Cette campagne-là est tellement forte qu'on va abolir son poste de professeur à l'université, ce qui est absolument terrifiant. Des gens comme Einstein vont se porter à sa défense, mais ça ne changera rien, il perd ce poste à l'université. Dans le contexte de ce débat-là, Russell va écrire ceci. Quelle importance, dira-t-on peut-être, peut bien avoir une question comme celle de la liberté académique dans un monde en guerre? Je vous rappelle, on est en guerre en 1940. Dans un monde martyrisé par les persécutions, dans un monde où foisonnent les camps de concentration destinés à ceux qui ne se font pas les complices des injustices. Comparé à tout cela, je le reconnais, la question de la liberté académique n'est pas en elle-même de toute première importance. Mais elle est une des choses qui est en jeu dans la bataille en cours. Souvenons-nous que ce qui se joue dans les enjeux les plus grands, aussi bien que dans ceux qui nous semblent plus petits, c'est la liberté pour l'esprit humain, incarné en un individu, d'exprimer ses croyances ainsi que les espérances qu'il a pour l'humanité, que celles-ci soient partagées par plusieurs, par quelques-uns seulement, ou même par personne. Bertrand Russell. À M. Russell. On voit à M. Russell et à vous tous. Merci d'avoir été là. Si vous voulez explorer davantage le thème de la liberté d'expression, vous pouvez aller sur le site savoir.media et découvrir la série Résonance. Je vous remercie tous. On aurait pu discuter pendant des semaines, mais je vais vous laisser aller à vos vies et à vos libertés individuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt pour repenser le monde ensemble.